Bonsoir, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Bayer et Monsanto, condamnés une nouvelle fois aux États-Unis à près de 2 milliards d'euros à cause du glyphosate. Nous aurions aimé que Monsanto nous prévienne, qu'il y ait quelque chose sur l'étiquette qui dise que ça pouvait causer le cancer. Ce soir, nous allons vous révéler d'autres pratiques douteuses de la firme, fichage illégal de scientifiques et de journalistes, campagne d'influence avec des agriculteurs. Dans les fichiers secrets de Monsanto, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Vous assisterez aussi à l'incroyable renaissance de Priska et Nathalie. Elles ont été défigurées par un cancer, une opération hors du commun et une prothèse ultra réaliste vont leur donner une nouvelle vie. Enfin, nous irons en Thaïlande où des enfants et des adolescents sont transformés en champions de boxe thaï. Des combats très lucratifs, mais aussi très dangereux. C'est une entreprise en pleine tourmente. Cette semaine, Bayer, qui a racheté Monsanto, a perdu un nouveau procès aux États-Unis. La firme a été condamnée à verser près de 2 milliards d'euros à un couple qui affirme que son herbicide à base de glyphosate est à l'origine de leur cancer. Bayer compte faire appel. En France, c'est une autre affaire qui fait scandale. Le promoteur du Roundup est accusé d'avoir fiché illégalement des responsables politiques, des scientifiques et des journalistes pour tenter de les influencer. Une enquête judiciaire a été ouverte. Notre équipe, qui a dévoilé ces informations, est en mesure de vous faire de nouvelles révélations. Cette fois, la cible, ce sont nos agriculteurs. Dans les fichiers secrets de Monsanto, c'est signé Laura Aguirre de Carcer, Tristan Walex, Virginie Villard et Pierre Monégier. Ce soir, nous allons vous parler d'agriculture, de champs, de pesticides, de nature. Vous raconter une belle histoire de campagne. Une campagne de communication. Nous allons vous révéler comment, pour le compte de Monsanto, une entreprise de lobbying a créé une curieuse association d'agriculteurs réunis pour défendre le glyphosate. Un mouvement créé de toutes pièces. L'artifice est bien connu des lobbyistes. En référence à une marque américaine de gazon artificiel, on l'appelle AstroTurfing. Aux États-Unis, les mouvements citoyens sont comparés à de l'herbe qui pousse naturellement. Alors quand ces mouvements sont fabriqués, on parle d'astroturfing, de faux gazon. Voici les nouvelles révélations des fichiers Monsanto. Il y a d'abord la vitrine officielle, un site internet et des groupes très actifs sur les réseaux sociaux. Agriculture et Liberté est un collectif, à première vue, créé par des producteurs. Nous sommes un groupe d'agriculteurs français qui se sont unis pour protéger notre mode de vie et nos moyens de subsistance. En apparence, un gigantesque réseau d'agriculteurs, très engagés dans la défense du glyphosate. Mais les documents confidentiels que nous nous sommes procurés racontent une toute autre histoire. Tout cela ne serait au départ qu'une coquille vide. Le fruit de l'imagination de communicants travaillant pour Monsanto. En 2016, ils lancent Freedom to Farm, Agriculture et Liberté, dans plusieurs pays. Au début, il n'y aurait même eu aucun agriculteur. Seulement des hôtesses recrutées pour tenir des stands dans les foires agricoles en France et en Europe. Ces hôtesses sans logo Monsanto étaient par exemple présentes au Salon de l'Agriculture en 2018. Avec un objectif, recruter des agriculteurs hostiles à l'interdiction du glyphosate. Armelle y était leur voisine de stand. Selon elle, personne ne se doutait qu'Agriculture et Liberté était en fait un faux-né de Monsanto.
On était dans le hall 4 et donc le stand Agri Demain où j'étais stagiaire était à côté du stand Agriculture et Liberté. Elle se présentait comme étant engagée pour Agriculture et Liberté pour faire connaître donc l'organisme qui aurait été créé par des agriculteurs engagés pour défendre. Elle présentait l'organisme, quelque chose qui était fait par des agriculteurs. Par des agriculteurs, oui. À l'initiative d'agriculteurs. À aucun moment, elle mentionne le nom entreprise de communication. Moment. À aucun moment, elle dit qu'elles sont embauchées par une entreprise de communication qui travaille pour Monsanto. Aucun moment. Il n'y avait pas du tout de logo présent sur le stand. Il y avait juste Agriculture et Liberté. Il y avait une grande carte de la France où, si on voulait, on pouvait être pris en photo après avoir signé la pétition pour qu'elle mette la photo sur la carte. Les hôtesses devaient respecter une consigne. Éviter de prononcer le nom Monsanto. Dans ce document interne, leur clause de confidentialité, non négociable. Lorsqu'on vous demande pour qui vous travaillez, dites le nom de votre agence. Leur mission ? Informer les agriculteurs de l'interdiction du glyphosate et les encourager à mener des actions pour l'empêcher. Pour cela, elle récolte des coordonnées. Armelle, étudiante, assure avoir signé en pensant soutenir un simple groupe d'agriculteurs pro-glyphosate. Est-ce que vous auriez signé cette pétition si vous aviez su qu'elle émanait d'un groupe de communication de Monsanto? Non, pas du tout. Je suis étonnée de la méthode employée, s'infiltrer comme ça et réussir à avoir plein de personnes pour après les mettre au pied du mur. S'infiltrer? Ouais. Pourquoi s'infiltrer? S'infiltrer derrière un nom que personne connaît et dire que c'est tout autre chose, à aucun moment apparaître, à aucun moment dire que salut, c'est nous derrière. Rien d'illégal, mais une forme de lobbying tabou, très offensive et très efficace. Cet autre document montre l'évolution des recrues pour l'Europe. En octobre 2016, 0. En novembre, plus de 10 000. Parti de rien, le mouvement des agriculteurs pro-glyphosate se construit. Cet enseignant est spécialiste de l'astroturfing, cette méthode qui consiste à faire passer un mouvement orchestré pour une initiative spontanée. Là, tout de suite, on sent. Ça, c'est de l'herbe naturelle, et ça, c'est totalement créé de toutes pièces. Total. Et pourtant, on peut s'y laisser prendre. Il s'est passé un phénomène très classique dans l'astroturfing, c'est-à-dire qu'on démarre un mouvement, on lui donne l'impression d'un mouvement populaire, et puis on fait tout pour y entraîner des vrais individus qui vont avoir l'impression de rejoindre un mouvement, et donc qui vont être poussés par une sorte d'effet moutonnier. C'est quoi l'intérêt? Ça séduit davantage les agriculteurs que si ça venait directement et ouvertement de Monsanto? C'est une autre forme de pression. L'électorat agricole, c'est important. Ça a toujours été une composante essentielle de tous les gouvernements. Et du coup, voir le monde agricole qui se soulèverait contre l'interdiction du glyphosate, ça inciterait le gouvernement à prendre de multiples précautions. Combiné à un lobbying, on va dire, traditionnel, que Monsanto, bien évidemment, effectue, ça renforce ce même lobbying. Nous partons sur la piste de ce regroupement d'agriculteurs français. Bizarrement, elle nous mène à 800 km de la France. Car sur les documents apparaît souvent un nom, Red Flag, et une adresse à Dublin. Y aurait-il un repère d'agriculteurs français dans la capitale irlandaise? Aux alentours du siège de Red Flag, là où est censée se trouver cette grande association d'agriculteurs, on a beau chercher, aucun paysan à l'horizon. Bonjour. On a entendu dire qu'il y avait des agriculteurs ici. Vous avez vu des tracteurs? Non. Bonjour. Vous êtes du quartier? Je travaille ici. Vous savez s'il y a des agriculteurs ici? Mais non, mon Dieu. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des agriculteurs ici? Nous sommes dans quel quartier de Dublin? Là, vous êtes au cœur du quartier d'affaires de Dublin. Vous pensez que c'est impossible de trouver des agriculteurs ou des champs par ici? Ici, oui, c'est impossible. Il faudrait sortir de la ville pour trouver des agriculteurs. Vous faites une caméra cachée, non? Nous essayons d'aller à la rencontre d'un responsable de Red Flag à l'adresse indiquée. Bonjour. Red Flag, j'écoute.
Bonjour, nous sommes de la télévision française et on aimerait parler à quelqu'un de Red Flag, s'il vous plaît. Vous voulez parler à qui exactement? Le directeur, ce serait parfait. Attendez une minute, s'il vous plaît. Merci. Coup de chance, un livreur de pizza nous facilite les choses. Vous voulez entrer? Plusieurs entreprises ont leur bureau dans cet immeuble. Ah, c'est là. Red Flag est au dernier étage, tous aux abris. Non, le bureau est vide. C'est fermé. Pourtant, il y a quelqu'un qui a répondu. Donc, il y a un sac à main, un sac à dos, il y a des ordinateurs ouverts. Il y a forcément du monde, hein. Quitte à être venu à Dublin, on s'est dit que ça valait le coup de patienter. On est resté 1 heure devant cette porte close. Jusqu'à ce que 2 hommes viennent nous voir. Encore raté. Ce ne sont toujours pas des agriculteurs. Je représente le propriétaire de l'immeuble. On vient de recevoir un appel d'un de nos locataires qui dit que vous le harcelez. Non. Non. Nous sommes journalistes et nous voudrions juste parler à quelqu'un de Red Flag. Ils ne vous parleront pas. Vous savez pourquoi? Non. Des employés apparemment retranchés dans un bureau pour éviter la presse. Même cet homme a du mal à garder son sérieux. Ils sont en train de se cacher, là? Non, je ne sais pas. Je ne sais rien d'eux. Je vous demande de quitter les lieux. Sinon, j'appelle la sécurité. Chez Red Flag, tout le monde semble fuir les caméras. L'entreprise a plutôt l'habitude de l'ombre. Ce n'est pas une coopérative ou un syndicat agricole, mais bien une société de lobbying déclarée à la Commission européenne. Parmi ses clients répertoriés, le géant du tabac, British American Tobacco, mais aussi Monsanto. Finalement, Red Flag a consenti à répondre à nos questions par écrit. L'entreprise revendique la transparence et dément pratiquer l'astroturfing. Elle assure ne jamais avancer masqué, avec son nom lisible sur les formulaires à remplir, et affirme que Monsanto n'était pas le seul client soutenant son projet. Aux côtés de Red Flag, une deuxième entreprise de relations publiques nommée Lincoln. Cette société américaine nous a répondu. Le projet Agriculture et Liberté a été mis en place par une coalition de fabricants et d'utilisateurs de glyphosate. L'allégation selon laquelle des milliers de fermiers étaient de faux agriculteurs ou que cette campagne était de l'astroturfing est catégoriquement fausse et offensante pour les personnes concernées. À l'automne dernier, la presse avait déjà révélé que des entreprises de communication étaient derrière Agriculture et Liberté. La riposte avait été massive. Le collectif avait publié sur son site un texte intitulé « Nous ne sommes pas des fantômes », signé par une centaine de personnes, censé attester de la spontanéité du mouvement. Pourtant, certains signataires, comme Armelle, la stagiaire du Salon de l'Agriculture, disent ne pas avoir été clairement prévenus qu'ils allaient figurer sur cette fameuse liste. Après, je sais pas. Donc ça, c'est bien vous? C'est moi, Armelle Crétieux. Mais est-ce que vous étiez agricultrice à ce moment-là? Non, j'étais étudiante et je ne suis toujours pas installée. Ouais. Au début, je me suis dit pourquoi j'ai signé? J'aurais dû faire un peu plus de recherche quand même. Après, je me dis qu'on n'est pas. Enfin, je suis sûrement pas la seule à faire un truc sans avoir toutes les conditions. Ça m'a vraiment étonnée, surtout qu'on me l'apprenne comme ça, que j'ai pas vraiment donné l'autorisation pour que mon nom soit publié sur un site internet. Il n'y a aucune limite là quand on voit ça. Pourquoi aucune limite? Parce que c'est tromper les gens en fait, clairement. C'est même plus que ça, parce que c'est utiliser les gens, c'est tromper et utiliser les gens. À sa demande, le nom d'Armelle a finalement été retiré de la liste. Elle ne semble pas la seule à s'y être retrouvée sans le vouloir. Nous avons appelé d'autres personnes, surprises d'y avoir figuré. Je ne suis pas du tout agriculteur. Pourquoi on a récupéré mon nom, j'en sais rien. Je trouve ça assez malsain parce qu'on peut récupérer des noms de plein de gens dans le monde agricole, les mettre dans une liste en disant qu'ils nous ont soutenus, je sais pas quoi, alors qu'en fait non. Hein.
L'un des plus célèbres adhérents d'Agriculture et Liberté, c'est Vincent Guyot, le roi de la betterave sur les réseaux sociaux. Un agriculteur pro-glyphosate très médiatique, hyper actif sur le web. Allez, on est producteur de plaisir. Bon, salut à tous, petite vidéo pour vous expliquer comment je fais. Tant que j'ai encore le droit, je continue ma technique de production avec du glyphosate. Nous-mêmes, à Envoyé spécial, l'avions longuement rencontré il y a 5 mois. Vincent est un défenseur acharné du glyphosate. Aujourd'hui, nous faire passer pour des salauds, des pollueurs, des empoisonneurs, tout ce qu'on veut, mais il y a de quoi pleurer au milieu de son champ. Nous étions curieux de son énergie, de sa capacité à défendre contre vents et marées le Roundup, le très controversé produit phare de Monsanto, jusque dans son mug de café. Celle-là, c'est ma tasse, quoi. Pourquoi vous avez une tasse Roundup ? Parce que je défends l'utilisation, le droit d'utiliser du Roundup. C'est notamment une tribune qu'il avait écrite il y a 1 an et demi, qui avait attiré notre attention. Une défense en règle du glyphosate, alors que l'Europe statuait sur sa possible interdiction. Une lettre ouverte, devenue symbole d'un monde paysan, uni pour sauver le glyphosate. Mais il y a quelques jours, un détail de la tribune a attiré notre attention. Sur le site du quotidien Les Échos, en signature de ce cri du cœur à la première personne, il n'est pas écrit Vincent Guyot, mais Julie Dramart, agriculteur. Un nom qui apparaît dans de nombreux documents de Red Flag. En 2017, Julie Dramart était cadre d'une agence de communication travaillant pour Monsanto. Julie Dramart n'était pas du tout agriculteur, mais communicante, avec comme client la firme agrochimique. Comment s'est-elle retrouvée à signer la tribune d'un agriculteur de Saint-Quentin? Ça va. Vous attendiez à me revoir de sitôt? Comment? Nous sommes retournés voir Vincent Guyot. C'est bon, mais bon, il n'y a pas de problème. Super. Quelques mois après notre première rencontre, l'agriculteur va d'abord réaffirmer être parfaitement indépendant. Est-ce que vous avez un lien, vous, avec Monsanto? Moi, non. Aucun lien. Direct? Bah non. Indirect? Comment? Bah direct, j'ai mon mug. Non, j'en ai pas. Même le glyphosate que j'utilise sur la ferme n'est même pas un glyphosate Monsanto. Est-ce que vous êtes accompagné d'une façon ou d'une autre par des entreprises de communication? Non. Non, ok. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Oui. Alors, moi, Vincent, agriculteur et utilisateur de glyphosate. Bon, ça, c'est moi. C'est bien vous? Oui. Ok. Il y a une petite chose qui s'est glissée là, qui a retenu notre attention. C'est écrit par Julie Dramart. Est-ce que vous la connaissez, Julie Dramart? Non. Vous n'avez jamais entendu ce nom? Bah, non. Non? Non. Agriculteur. Vous pensez que c'est un agriculteur? Non, ça m'étonnerait, non. Face à notre insistance, C'est pas un agriculteur. Vincent Guyot finit par admettre avoir reçu un peu d'aide et que cette tribune lui a en réalité été commandée pour contrer une pétition de parlementaires français opposés au glyphosate. C'est Agriculture et Liberté qui m'a proposé de faire une tribune pour répondre aux députés à ce moment-là. Vous comprenez que ce soit étonnant? Oui. Mais c'est de la com, hein. Ça s'appelle l'agence de com. Hein. Il aurait fallu marquer que ce soit marqué en partenariat avec l'agence de communication de Monsanto en dessous de mon nom. Ça aurait été plus juste. De quoi? Ça aurait été plus... Mais ouais, mais je sais, les autres travaillent comme ça. Enfin, je sais pas, moi, quand vous faites du journalisme, vous faites un travail en équipe. Les gens vous relisent, vous corrigent, vous disent c'est mieux dans ce sens-là, etc. Vous sentez une équipe avec Monsanto? Une équipe avec Monsanto? Bah, s'ils veulent, ouais. Aux États-Unis, tout cela porte un nom. Le ghostwriting, l'écriture fantôme. Un tour de passe-passe qui a déjà permis à la firme Monsanto de faire signer par des scientifiques en apparence indépendants des textes qu'elle avait elle-même rédigés. La même méthode aurait donc été appliquée avec des fermiers français. Ça a été relu, corrigé, oui, mis en forme oui, par Monsanto, oui, sans que ce soit dit. Ça s'appelle du ghostwriting. Oui, mais c'est... Et alors? Et ça participe à la fabrique de l'opinion. Ouais, eh ben... Vincent Guyot ne voit pas le problème. Transparent, il va jusqu'à nous laisser filmer quelques mails. Des échanges avec la fameuse Julie Dramart, ou encore avec Red Flag, l'entreprise de lobbying, où nous nous sommes rendus à Dublin.
On lui propose d'écrire une tribune pour Ouest France, d'appeler France Inter pour interpeller une élue écologiste. Nous découvrons que Vincent Guyot est en fait très souvent sollicité par les agences de com de Monsanto. Si joint une proposition de tribune, n'hésitez pas à ajouter, modifier. Il faudrait renseigner votre âge en jaune dans le titre et préciser l'utilisation que vous faites du glyphosate. Donc en fait, là, j'ai la sensation en lisant ça que vous avez juste rajouté votre âge et votre utilisation du glyphosate. C'est la sensation que ça donne, là. D'accord. Ouais. Dans un mail, la tribune publiée par les Échos semble même livrée quasi prête à Vincent Guyot. Les corrections, c'est moi. C'est en encore rouge, des c'est corrections. Vous. Et en noir, c'est eux? Bah oui, mais Parce que vous comprenez qu'on peut avoir la sensation qu'il y a une manipulation de l'opinion. Qui mettent dans votre voix des propos qu'eux pourraient tenir. Ben, ils ne manipulent pas l'opinion, ils cherchent à informer un utilisateur, et puis c'est tout, quoi. Après, à travers vous? À travers nous, mais à travers un utilisateur et par rapport à un témoin de ce que peut apporter le glyphosate dans son utilisation. Malgré le témoignage de Vincent Guyot et toutes nos preuves matérielles, Julie Dramard, jointe au téléphone, assure ne s'être jamais mêlée de la communication d'aucun agriculteur. 3 jours après notre appel, sur le site internet des Échos, la coquille a tout de même été corrigée. Julie Dramard est devenue Vincent Guyot. Au siège du quotidien économique, les responsables des pages Tribune assurent ne pas comprendre ce qui a bien pu se passer. Attends, il me montre un truc, Benoît, il faudrait que tu m'expliques. Tiens, juste ferme la porte. En fait, ça, c'est la nana de la com. Ouais. Julie Dramard. Et donc, au départ, c'est ça, il y a 1 semaine. Le nom a été changé. On peut pas vous répondre. Et là, j'ai pas la... franchement, j'ai pas les compétences techniques. J'ai pas les... Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas été appelés. Moi, j'ai pas été appelé pour le changer. Et si quelqu'un l'avait changé, a priori, ce serait moi, puisque la personne... Mystère informatique. Quoi qu'il en soit, le rédacteur en chef reconnaît avoir été dupé. Coquille-là, entre guillemets, elle n'était pas... Dans ce cas précis, il y a en effet un abus, c'est-à-dire que on se cache derrière un personnage avec une fonction plus assez prestigieuse pour faire passer un message d'entreprise. Donc, dans la mesure où ce personnage, Vincent Guyot, ne nous a pas spécifié qu'il était, en tout cas en lien avec Monsanto, il y a une faute de sa part et je me sens en partie floué. Donc vous allez la laisser en ligne ou pas, a priori, ou il y a quelque chose qui... Je pense qu'a priori, on va se pencher sur cette question et on va probablement, en effet, la dépublier. Oui. Au journal Les Échos, qui a publié la vraie fausse tribune, encore une affaire de plus qui risque de ne pas arranger les relations avec Monsanto. La semaine dernière, déjà, nous retrouvions le nom de 5 de ces journalistes dans les fichiers confidentiels établis pour le compte de la firme agrochimique. Des listings non déclarés que nous avons révélés au journal de 20 h après avoir récupéré une clé USB contenant les petits secrets de la stratégie d'influence de Monsanto. Sans le savoir, plus de 200 personnalités, des scientifiques, des hauts fonctionnaires, des politiques, ont été évalués en fonction de leur degré de soutien à Monsanto et au glyphosate. Les cibles prioritaires étaient même rangées en plusieurs catégories. À recruter, à surveiller, à éduquer. Les partenaires à éduquer. C'est fou, hein, ouais. Alors moi, je suis là. Je suis à surveiller. Nous apprenions ainsi à Ségolène Royal qu'elle avait été fichée en tant que ministre de l'Environnement en 2016, avec un plan d'action pour la marginaliser. C'est une découverte très, très importante parce que ça prouve qu'il y a des stratégies objectives de démolition des voies fortes. Je vois aussi qu'on cherche à m'isoler. Vous imaginiez qu'ils allaient aussi loin? Non. Non, parce qu'il y a un outil, derrière on voit qu'il y a un outil informatique sophistiqué, très sophistiqué, et qu'il y a beaucoup d'informations. Vous vous rendez compte, il y a le conseiller de l'Élysée, le conseiller de Matignon, qui sont identifiés et qui sont repérés comme pouvant changer la vie. Dans ces documents aussi, il est encore question d'éléments de langage, de tweets et d'infographies livrées clé en main aux alliés de Monsanto. Nous avions ainsi rencontré Jean Bizet, ce sénateur considéré comme potentiel allié à recruter et connu pour ses sorties médiatiques très favorables au glyphosate. Ça peut être potentiellement cancérigène au même titre que la charcuterie et au même titre que le café.
vous êtes, vous, ciblé pour influencer Nicolas Sarkozy. Votre voix porte fort. J'ai l'impression que vous voulez pas le regarder. C'est vous qui le dites? Non, c'est ce qui est écrit sur le document. C'est pour ça que... Oui, mais parce que vous croyez que tout document écrit est un document tangible. Est-ce que vous avez été recruté? Est-ce que vous vous considérez un allié? Pas du tout. Pas du tout. C'est une véritable caricature, cette interview. Ce que je vous demande... Et je vais y mettre fin. Ce que je vous demande juste... Je vais y mettre fin. Vous ramassez votre bazar et je vais y mettre fin. Mais vous vous foutez de ma gueule ou pas? Mais pas du tout, monsieur. Mais non, mais écoutez, mais vous vous foutez de ma gueule. Non, c'est terminé cette caricature. Je dis c'est terminé. Mais monsieur le sénateur a été l'un des rares à ne pas s'indigner de nos révélations. Dès le lendemain, une enquête préliminaire a été ouverte pour fichage illégal. Fait rarissime, Bayer, la nouvelle maison mère de Monsanto, s'est même excusé par communiqué 3 jours plus tard, en annonçant une enquête interne. La Ligue contre le cancer, Radio France, France Télévisions, Europe Écologie Les Verts. Déjà une vingtaine de plaintes. Parmi elles, ce retraité. Ancien journaliste spécialisé dans l'environnement pour de grands journaux nationaux. D'accord. Grande liste. Je vois mon ancien numéro de téléphone domicile, fixe donc. Ensuite, je vois mon numéro de portable. Et puis, je vois aussi mon adresse mail. C'était privé? Oui. C'était sur liste rouge. Comment votre adresse personnelle se retrouve dans des fichiers d'entreprise? Vous me posez la question, j'ai envie de la poser à l'autre. Il va falloir la poser surtout à qui de droit, hein? Il va falloir la poser à Monsanto. Désormais, les enquêteurs ont en leur possession d'autres documents. Notamment des annexes aux fichiers, dans lesquels il est question de recueillir du renseignement politique et des connaissances qui ne sont pas dans le domaine public. Et de s'intéresser au centre d'intérêt des cibles, susceptibles de combattre l'interdiction du glyphosate. De quoi ont besoin nos cibles? Qu'est-ce qui pourrait les motiver à soutenir une réautorisation? Quels sont les points à suivre? Ont-elles un intérêt pour l'agriculture, des loisirs ou autres? Golf, tennis, chasse? Une preuve de plus, selon cet avocat, qui a porté plainte au nom du journal Le Monde, que les listings révélés sont bien plus qu'une technique classique de lobbying. C'est la vie privée des gens qui peut présenter des intérêts quand on veut influencer quelqu'un, parce que telle personne a tel hobby, tel loisir, est-ce que la personne fait du tennis, etc., ou parce qu'elle a tel ou tel mode de vie privée. Et on sent très bien que là, de l'influence, on peut passer au chantage. Ça s'appelle une atteinte à la vie privée. La vie privée, elle est protégée par le code civil. Si ces informations se retrouvent dans un fichier informatique occulte, à ce moment-là, c'est un très grave délit pénal. En France, tenir un fichier de données à caractère personnel sans base légale est puni de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Concernant agriculture et liberté, Bayer nous fait savoir ce soir avoir décidé de mettre fin à ce programme soutenu par Monsanto, après l'avoir évalué. Vous allez maintenant découvrir des histoires extraordinaires, celles de 2 femmes qui, après un drame, vont retrouver un nouveau visage et reprendre goût à la vie. Priska et Nathalie ont souffert d'un cancer qui les a défigurées et a dévasté leur quotidien. Enfermées chez elles, elles n'osaient plus affronter le regard des autres. Mais ça, c'était avant de rencontrer une formidable équipe de chirurgiens à la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans l'un des services les plus pointus au monde. Des femmes et des hommes qui, vous allez le voir, accomplissent des miracles. Nouveau visage, nouvelle vie. Le reportage est signé Isabelle Saboureau, Soigny Thiebaud et Olivier Broutin. Je me sens bien diminuée. Ça fait 5 ans que je vis sans os dans la bouche. Et puis donc, la mâchoire est un peu en libre circulation. Parce que je suis plus ou moins défigurée. Je ne rentre plus dans la société. Je me sens quelque part éjectée de la société.
Tous les matins, je regarde dans les moindres détails, je me rassure que tout va bien, la cicatrice va bien, ça cicatrise bien, je me rassure qu'il n'y ait pas de boutons suspects, pas de blessures, pas d'ouverture. C'est différent, ça change, mais après, ça va. Maintenant, c'est juste l'œil qui manque. C'est surtout le regard des autres qui est contraignant. Les interrogations, pourquoi elle est différente de nous, pourquoi elle a ce trou là. Dans les magasins, dans les transports en commun, dès que je bouge et que les gens ne me connaissent pas, je sens le regard pesant. Je le camoufle parce que j'essaye de pas heurter la sensibilité des autres. C'est affreux, ça fait peur pour les enfants, c'est pas bien. Je pense qu'ils n'ont jamais vu un visage, quelqu'un avec un être humain avec un visage à moitié. Du coup, je préfère mettre une bande. Manger, sourire, être regardé. Quand la vie entière passe par un visage, être défiguré vous éloigne un peu du monde des vivants. Nathalie Messéan et Priska Founoya auraient pu continuer à vivre cachées loin des regards. Mais c'est une autre histoire qu'elles ont voulu écrire. Mutilées après un cancer, les deux femmes sont parties à la reconquête de leur visage. Voici l'histoire de leur renaissance. À 29 ans, Priska ne sort presque plus de chez elle. Elle ressasse ces images gravées dans la mémoire de son téléphone. Le souvenir le plus douloureux de sa vie. C'était il y a 1 an. Pour la sauver d'un cancer de l'œil, des médecins à Paris ont dû lui enlever une partie du visage. C'était 3 jours après le bloc, donc le lendemain du jour où je suis sortie de la salle de réveil. J'ai fait cette vidéo parce que je comprenais pas en fait. J'essayais de comprendre ce que j'avais vécu, ce que j'avais sur le corps. J'ai réalisé que voilà, il me restait plus qu'un œil. J'avais une grosse bande sur la tête avec plein de trucs. Il y avait tellement de trucs des tuyaux qui sortaient de partout. J'étais dévisagée. Je me suis dit non, ça c'est pas moi, c'est pas possible. Je comprenais pas en fait. Je comprenais pas la chose parce que j'avais pas visualisé l'opération. Je pensais pas que les choses allaient. Je pensais pas que c'était si grave que ça, malgré l'explication du médecin. Je pensais pas que ça allait être aussi grave que ça. Il y a encore 2 ans, la jeune femme, très réservée dans la vie, se révélait sur les podiums. Elle était mannequin professionnel au Cameroun. Le top modèle était admiré pour son visage et la force de son regard. Aujourd'hui, après une lente convalescence, son visage a dégonflé, mais sa cicatrice l'empêche de vivre comme une jeune fille de son âge. Priska a dû abandonner sa carrière de mannequin et ses études de management. Je me suis pas encore complètement habituée à sortir, c'est gênant de voir les regards différents des gens, des gens de pitié, de questions, de gêne.
J'évite d'être en contact avec les gens dans les yeux. Donc je ne regarde pas les gens, je marche la tête baissée. Je marche le plus rapidement possible. Ces rares sorties sont réservées à l'hôpital, avec le jeune chirurgien qui l'a opéré. Allez-y, installez-vous. Aujourd'hui, la tumeur a disparu. Ils peuvent envisager la suite. Les tissus sont très bien. Il n'y a pas d'ulcération. Tout se passe très bien. Au niveau de la symétrie, on est parfait. Donc on a conclu que la meilleure technique pour vous reconstruire, ça serait de mettre une épithèse. L'épithèse, c'est quoi? C'est une prothèse qui va imiter la région manquante, là où il y a la perte de substance. Donc là, ça va être des paupières, un sourcil, un œil, pour pouvoir vous balader dans la rue, prendre le train, le métro, sans que les gens se retournent et sans avoir besoin de mettre un pansement comme vous le faites actuellement. Ok, je vous fais confiance. Première étape de sa reconstruction, dans ce laboratoire de prothèses, à Maison-Alfort, en banlieue parisienne. À mi-chemin, entre effets spéciaux et magasins d'accessoires. Ces prothésistes ne travaillent pas pour le cinéma, mais pour des patients, sur prescription médicale. Des pièces en silicone ultra réalistes, dont le secret de fabrication revient à Michel Alaric, le patron. Je me permets de vous enlever le pansement. Allez, hop, sous. Voilà, parfait. Je regarde, bon, en tout cas, tout est sain. Pour rassurer Prisca, il lui propose de voir à quoi pourra ressembler cette prothèse qu'elle devra mettre et enlever tous les jours. Tu peux voir qu'elle est quand même très fine, très souple, très légère. D'accord ? Alors sa légèreté nous permet bien sûr de la coller très facilement, et de la rendre finalement la plus discrète possible au ressenti. Parce que de toute façon, il faut savoir que la plus belle prothèse n'est pas celle qui a été le mieux réalisée, mais celle que l'on oublie quand elle est en place. C'est impressionnant tout ça. On dirait un vrai. J'aperçois des trucs comme des veines à l'intérieur. Dans le moindre détail, tout est fait. L'œil a l'impression, on a l'impression que l'œil est humidifié. La lame, tout y est. Du sur-mesure. Pour commencer, on prend la teinte de son œil, de son iris et le diamètre de sa pupille. Et puis, grâce à ce scanner, le prothésiste va reconstituer la partie manquante. Prisca découvre en 3D une première image de son visage complet. Je ne m'attendais pas à ça en fait. C'est parfait pour moi. C'est tout moi là. Là, c'est le visage que vous aviez? Oui, avant la tumeur, avant le cancer, avant les opérations, c'est ce visage que j'avais. C'est ce visage que je veux retrouver. Je sais qu'il ne sera pas parfait comme avant, mais c'est énorme pour moi, c'est énorme. Nathalie Messéan, 61 ans, vient d'emménager dans ce pavillon en Ardèche. L'ancienne professeure de musique est en arrêt maladie depuis qu'elle s'est fait opérer d'un cancer des amygdales en 2014. Depuis 5 ans, c'est toujours le même rituel à l'heure des repas. Donc ça, c'est important pour vous? Ça, c'est pas important, c'est primordial, c'est indispensable. Jamais sans le mixeur, parce que sans le mixeur, je ne peux pas manger. Même un yaourt avec des morceaux ne passe pas. Il faut vraiment que la texture soit lisse.
Les médecins lui ont enlevé la moitié de la mâchoire. À l'époque, ils ne lui laissent aucun espoir. Son visage ne peut être reconstruit. Une fois, j'ai pris une dizaine de cuillères, c'est fini. J'ai fait mon devoir. J'ai mangé ma bouillie. Mais bon, oui, pas plus de 5 minutes. Voilà, j'ai plus d'intérêt à manger, c'est pas passionnant. L'an dernier, lors d'un reportage que nous avions réalisé pour le journal de 20h, elle apprend que des chirurgiens parisiens font des prouesses. Elle obtient un rendez-vous. Et cette réponse stupéfiante, oui, ils vont pouvoir refaire sa mâchoire avec un os de sa jambe. Mais j'étais chamboulée parce que j'y croyais pas. J'ai appelé mon fils pour lui dire apparemment je pourrais remanger parce que ma reconstruction est possible. On va me prendre un os dans la jambe et puis on va me greffer dans la mâchoire. Ça me paraît tellement inouï. C'est un peu de ciel bleu comme on voit là. Enfin au bout du tunnel. C'est vraiment un espoir que j'avais totalement oublié. Mon rêve, mordre dans un morceau de baguette. Ça paraît tellement banal, mais manger un sandwich. Faire comme les autres, mordre dans un sandwich. Ouais. La veille de l'opération, Nathalie Messéan est accompagnée à Paris par son fils adoptif. À la Pitié-Salpêtrière, ils ont rendez-vous dans le plus grand service d'Europe. Bonjour, je viens voir Madame Bertolus. Dédié aux blessés de la face. Elle m'attend pour 2 heures maintenant. Alors, juste derrière vous, la deuxième porte à gauche, c'est marqué personne verte. Madame Messéan ? Ah ben oui, il y a tous les bagages. Eh oui. Bonjour madame, je vous présente mon fils. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien chargé, hein? Allez. Même le sac du McDo, est-ce que vous te rappelez? Ben oui, il y avait ça, ce petit. Allez. Installez-vous. Je vous laisse mettre les pieds sur la petite barrière, là. Autrement, je vais vous écraser les orteils, ça va pas arranger nos affaires. La chirurgienne qui lui a redonné espoir, c'est Chloé Bertolus, chef du service de chirurgie maxillofaciale. Depuis 15 ans, avec ses équipes, elle développe des techniques de plus en plus audacieuses pour réparer les visages. Voilà, donc là on remet le milieu au milieu, donc on redonne de la longueur ici, de la hauteur là. Le patient est reconstruit avec une partie de son propre corps, une greffe sans risque de rejet. Bon, je vous montre comment on s'y prend. Allez-y. Ça vous intéresse? Oui. Bon. Ça, c'est vous aujourd'hui. D'accord? Il manque la moitié de la mâchoire à gauche. Ça, c'est votre péroné droit. Hein. Fibula, c'est le péroné en latin. Sur lequel on a décidé qu'on avait besoin de prendre 2 fragments. Ces fragments, on les a reportés pour faire un guide de coupe qui, lui aussi, est vissé sur l'os. Et vous voyez, c'est comme une boîte à ongles pour faire des plaintes ou pour faire de l'encadrement. On va enlever ce morceau-là et ça va nous permettre de donner au péroné qui est tout droit au départ la forme que voici. Là, on met le péroné comme ça. Et puis, vous voyez qu'on met des plaques qu'on a fabriquées sur mesure pour vous et qui vont mettre l'ensemble exactement dans la bonne position pour que les 2 angles de mandibule soient au même endroit, pour que le menton fasse la taille qu'on a souhaitée et pour que le haut, ici, vienne s'articuler avec le crâne, exactement comme quand vous aviez un condyle, c'est-à-dire une articulation normale. Combien de temps bloque? 6-8 heures. D'accord? Mais ça, c'est... Moi, je dormirai. Vous, vous en foutez, vous dormez, ça vous fatigue pas. C'est moi qui sors de là un peu tassé en général. Mais nous, on a l'entraînement, c'est pas un problème. Chez les prothésistes à Maison-Alfort, Prisca va de surprise en surprise. Après l'image de synthèse, la voilà entre les mains d'un sculpteur.
elle découvre la première ébauche de sa prothèse. Une maquette en cire. Je travaille sur l'ouverture de l'œil pour qu'on rende son regard le plus naturel possible. À mon avis, il manque encore un peu de volume par ici, au niveau de la joue supérieure. Avec un maximum de précision, le sculpteur reproduit les petites rides, la forme des sourcils et l'ouverture des paupières. Pour un début, c'est bizarre parce que ça bouge pas, mais après, ça va. Je suis contente de ce que je vois déjà. D'une maquette en cire à une chair de silicone. Par petites touches, la coloriste reproduit la teinte de sa peau, la lumière sur ses pommettes. Et puis pour les petits détails comme le sourcil et les petits grains de beauté, on les fera à la fin, par-dessus, pour donner un peu de relief. C'est pas fini, hein. On va regarder. Mais... Il faut 2 mois pour fabriquer un œil complet. Et même sans les cils, la prothèse de Prisca est déjà presque invisible sur son visage. Lève le menton un petit peu. Très bien. Non, venez voir, hein, moi ça me paraît bien. Ouais. Là, comme ça, moi ça me paraît bien, hein, honnêtement. Hein. Il faut rien enlever. Hein. Wow. C'est impressionnant, vraiment. Retrouver une apparence normale. La promesse est tellement belle que ce soir-là, c'est l'unique sujet de conversation. Avec son amie Claire et ses 2 filles chez qui elle habite depuis 1 an, Prisca partage ses espoirs. On a enlevé l'œil de Tata Prisca. Maintenant, on va lui remettre un œil. C'est un faux, c'est pas un vrai. Ah, tu pourras pas voir? Non. Il vient d'une poupée? Non, on va fabriquer spécialement pour moi. Fais attention. On va le faire à ma taille, non, à la taille de mon visage, à la taille de la cicatrice, pour recouvrir tout ça. Comme ça, on va lui remettre un œil. Bientôt. Bientôt. Très bientôt. Bientôt? Oui. Dans un jour, elle va mois? rentrer, oui. Elle aura ses 2 yeux. Dans un mois? Oh. La Pitié-Salpêtrière, jour de l'opération de Nathalie Messéan. J'ai fait du parapente au sud de la Réunion. Ah, à Saint-Leu? À Saint-Leu. Ah, Saint-Leu, ouais. C'est le seul spot à Saint-Leu. J'ai adoré. Grâce à l'imagerie 3D, les chirurgiens du service ont perfectionné ce type de reconstruction. Ce sont les seuls en France capables de réaliser ces interventions complexes 2 fois par jour. À 47 ans, Chloé Berthelus est l'une des pionnières. Donc il y a un sens de responsabilité qui entraîne de l'anxiété. Et puis c'est aussi de la routine, donc de toute façon, on connaît les différentes étapes et normalement on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. C'est pendant le lavage des mains que le rythme cardiaque des chirurgiens s'accélère. En fait, c'est le moment où on rentre dans l'intervention. La métamorphose de Nathalie Messéan peut commencer. Vous êtes prêts, les anesthésistes? Ok. Donc c'est Madame Messéan, chez laquelle on va faire une reconstruction mandibulaire gauche par un embolie de péroné droit. Elle est installée convenablement, pas de problème à l'induction? Ok.
Allez. Autour de la patiente, 2 équipes. 15 personnes au total. Chloé Bertolus s'occupe du visage. Merci. Et Mourad Benassarou de la jambe. Tu vois, il y a les 7 cm en bas. Ensuite, il y a un À ce moment-là, la réussite de l'intervention repose sur lui. Le chirurgien doit prélever un morceau du péroné, mais aussi le muscle et la peau, le tout bien vivant pour rendre la greffe possible. Je vais juste récupérer l'os avec ses vaisseaux, l'artère, la veine, l'artère qui l'alimente, la veine qui le draine, pour pouvoir ensuite aller les rebrancher au niveau du cou. De son côté, Chloé Bertolus prépare le terrain pour accueillir la nouvelle mâchoire. On doit pouvoir le détacher. Là, on fait du sur-mesure, hein, parce que franchement... Commence alors la partie la plus surprenante de l'intervention. Au beau milieu du bloc opératoire, le docteur Benassarou installe son atelier de découpe pour transformer le péroné. Approche, tiens ça comme ça. On utilise ces guides de coupe qui nous permettent de couper les fragments aux tailles exactes nécessaires, avec aussi les angles parfaits pour pouvoir redonner la forme angulée de la mâchoire qui lui manque. Une chirurgie au millimètre près. Il faudrait peut-être tenir le petit fragment. Ouais. Donc Chloé, elle est dans le coin. En attendant que l'os soit prêt, Chloé Bertolus s'accorde une courte pause, juste à côté du bloc. Avant la dernière ligne droite, la plus délicate. Le temps de l'extrême précision, de la microchirurgie, avec des fils plus fins qu'un cheveu. Elle va raccorder les vaisseaux du péroné à ceux du cou pour que le sang circule dans la nouvelle mâchoire. Elle est bien, hein, tu vois, et déjà ça lui fait un menton assez large. Hein. Donc on a bien fait de faire comme ça plutôt qu'un troisième fragment. Ah oui, oui. On va mettre Après avoir travaillé pendant 4 heures chacun de leur côté, les 2 chirurgiens finissent l'opération ensemble. Là, sur le pouce, ce serait pas mal. Voilà. Elle est bien, hein, vachement jolie. Hein. Elle a retrouvé une mâchoire complète, un ovale du visage qui est restauré. Et puis, normalement, une mastication possible dès qu'elle aura un appareil. Puisque on aura la possibilité de mettre des dents en bas en face des dents du haut. Ce qui était impossible avec une demi-mâchoire. Nathalie Messéan a un visage désormais reconstruit. Mais il faudra encore quelques jours avant de savoir si la greffe a bien pris. Oui, bonjour, c'est le Dr Benassarou. Je vous appelle à la suite de l'intervention de votre maman pour vous annoncer que tout s'est bien passé. D'accord. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bon courage. Merci. Merci. Une semaine plus tard, Nathalie Messéan reprend des forces dans sa chambre d'hôpital. Ça va ? Pas de douleur, mais son visage est encore très gonflé. Vous sentez là ? Regardez, donnez-moi votre doigt. Allez-y, ouvrez. Fermez. Vous sentez la nouvelle articulation qu'on a faite avec le péroné ? D'accord, c'est la même chose qu'ici. Hein. Ouvrez. Elle respire grâce à un tuyau dans la trachée, ce qui l'empêche de parler. Elle fait passer ses messages sur cette ardoise. Lorsque j'ouvre la bouche, on dirait qu'on a déposé sur le côté gauche une escalope de poulet. Escalope qui prend beaucoup de place. Le volume de cette escalope va-t-il diminuer ? Cette escalope de poulet dont vous parlez, c'est la peau de la jambe. Hein. Oui ? Bon, elle va très bien, elle est en pleine forme. Hein. Votre lambeau est en pleine forme, là-dessus, il n'y a pas le moindre doute. Il faut que vous vous entraîniez face à votre glace à ouvrir la bouche bien droit. Là, vous ouvrez un peu comme ça. Ok, Miss ?
Et puis je pense que vous sortirez dans le week-end, au pire lundi, quoi. Dans 96% des cas, ces opérations sont un succès. En plus d'améliorer la qualité de vie, elles permettent aussi d'allonger l'espérance de vie de ces patients, atteints pourtant d'un cancer au pronostic très mauvais. On a certes le visage des gens entre les mains, mais on a en fait principalement leur vie entre les mains. Et ce qui vient immédiatement au premier plan, ça n'est absolument pas « est-ce que je suis guérie de mon cancer ? Est-ce que vous m'avez enlevé tout mon cancer ?» etc. C'est à quoi je ressemble, quand est-ce que je vais pouvoir manger. Les patients, finalement, très rapidement, posent effectivement la question de leur survie sociale en tant qu'être humain au sein d'une communauté humaine, beaucoup plus que de leur survie tout court. À Maisons-Alfort, c'est un jour exceptionnel pour Priska. La jeune femme vient chercher sa prothèse définitive. La prothèse va m'aider un petit peu à oublier l'opération, à digérer tout ce que j'ai vécu avant. Ça va m'enlever le fardeau du regard des gens, le fardeau de la bande, le fardeau de la maladie. Normalement, je suis plus malade, je suis guérie. Donc la prothèse, c'est la fin de la phrase « elle est malade ». Bonjour Priska. Bonjour. Ça va? Bonjour, oui, ça va. Passez un bon week-end? Oui. Bon. Bonjour. On va y aller alors. On va s'installer. On la remet sur la chaise qui tourne ou pas? Les prothésistes du laboratoire, touchés par son histoire, lui apportent le plus beau cadeau de sa vie. C'est très réel, c'est très bien fait. Très bien fait, très réel, très... c'est doux, c'est léger, c'est impressionnant, c'est magique. Une prothèse qui va tenir sur sa peau à l'aide d'une colle spéciale. Bon, je vais te mettre la prothèse pour vérifier. On y va? Allez, zou. Se met assez facilement. C'est bien ça, vous avez même repris la marque de la cicatrice là. Elle prend vraiment sa position et elle colle très facilement. Non, c'est un bon truc. Hein. Reste une dernière consigne. Ne bouge pas ta tête, mais suis juste donc ma main avec ton œil. Tu vois, on se retrouve avec une dissymétrie, donc avec une géométrie qui est plus du tout respectée. Alors que si maintenant je reviens en face de toi, tu restes dans mon plan et tu suis ma main avec ta tête, on conserve à tout moment, voilà, la sculpture telle qu'elle a été réalisée, c'est-à-dire on reste dans la même forme qui t'a été appliquée pour donner un air naturel, pour te permettre de fondre donc dans la société. D'accord? Donc il faudra vraiment apprendre. Non, mais ça c'est sérieux. C'est vraiment une culture. Si tu veux de travail, c'est le seul qu'on pourra te demander. C'est toujours essayer de rester, si tu veux, dans le même plan que que la personne ou l'objet que tu vas regarder. Voilà, tiens, hop, je trouvais ça. Ouais, là c'est mieux, tu vois. Au moins, elle a moins tendance à descendre. Allez, Priska, maintenant il faut y aller, on va se regarder. Allez. À ce moment-là, Priska découvre le visage de sa nouvelle vie. Ah, c'est nerveux. C'est au-dessus de ce que je m'attendais, c'est énorme. Je commence à me retrouver. Vous vous plaisez comme ça? Oui. Oui. C'est mieux que la bande, de loin. Adieu la bande. Sur le chemin du retour,
Débarrassée de sa bande, Priska ne sent plus les regards pesants. Mais il lui restait encore une dernière étape. Oh, Priska! Fais voir! Oh Dieu! Oh là là! C'est pas vrai! T'as vu? C'est recousu. Tu veux toucher? T'inquiète pas, c'est en plastique. Doucement. C'est en J'ai plastique. l'impression que ça va te faire. Ah ouais! C'est en plastique. Je croyais que c'était tout mou en fait. Oh! Tu vois? On va pouvoir te maquiller quoi. Ouais. Les graines beauté sont identiques. C'est incroyable. C'est la dame qui l'a fait là. C'est... Une dame? C'est pas... Non, c'est vrai, hein? Oui, plus de loin, plus ça se Il faut voit plus. vraiment être près de toi pour remarquer qu'il y a quelque chose. Priska envisage maintenant de reprendre ses études. Sur les bords de l'Ardèche, 2 mois après son opération, Nathalie Messéan, elle aussi, fait des projets. J'attends que les touristes soient partis. En septembre, je me fais une petite descente avec mon fils, ça c'est certain. J'ai changé physiquement, bien sûr. J'ai changé moralement, puisqu'on me dit que j'ai retrouvé le sourire que j'avais il y a 5 ans. Puis maintenant qu'on me dit que je suis souriante, oui, c'est vrai que c'est génial. Même privée de son péroné, Nathalie marche aujourd'hui normalement. Sa nouvelle mâchoire a parfaitement pris sa place et surtout, elle a retrouvé le plaisir de la gourmandise. Pierrot avait fait une glace avec une partie mousse fouettée chantilly, de la meringue, du caramel et des Mais noix. dis donc, ça fait envie tout ça quand même, hein? Ah écoute, Et mais tu je as- me suis régalée, j'imagine même pas. Son plus beau succès, croquer dans une simple banane. Ah, c'est déjà une grande victoire, une très grande victoire. C'est un progrès absolu déjà. Donc nous ne sommes pas encore au sandwich, mais... Nous ne sommes pas encore au sandwich, mais c'est en bonne voie. Et les progrès iront encore plus vite après la pose d'implants dentaires et quelques séances d'orthophonie. Vous êtes prêts? Attention. Et si le chemin est encore long pour Nathalie, les 2 femmes ont déjà immortalisé leur métamorphose. Entre leurs mains, comme un trophée, l'image de leur nouveau visage, d'une identité retrouvée. Bonsoir Chloé Bertolus. Bonsoir. Merci vraiment d'être sur notre plateau. C'est dans le service que vous dirigez à la Salpêtrière que ces 2 femmes ont repris espoir en retrouvant un visage. Vous êtes un peu une magicienne en fait, vous et votre équipe. C'est ce qu'on se dit en regardant ce reportage. Ah, ça serait extraordinaire. Si nous étions des magiciens, on aurait une baguette magique, tout serait fait tout de suite. Les patients sortiraient immédiatement guéris. Vous l'avez vu, les procédures sont longues, les interventions sont parfois nombreuses et le résultat tarde un petit peu. Oui, mais c'est spectaculaire. C'est la beauté de cette chirurgie, c'est qu'elle est très visible. Effectivement, le visage, eh bien, par essence, quand on change quelque chose, ça se voit. Franchement, c'est un drôle de mélange, cette chirurgie maxillo-faciale, parce qu'on se dit qu'il y a quasiment d'un côté de la menuiserie et de l'autre de la dentelle. C'est ce qui fait l'intérêt de notre spécialité, à nos yeux, à tous. C'est qu'effectivement, pendant la même intervention, on va faire de l'orthopédie, aller scier de l'os, et puis faire de la microchirurgie, vous l'avez vu, avec des loupes, des fils extrêmement fins. On va disséquer les tissus mous et aller chercher un fragment d'omoplate ou de péroné. Et un esprit d'équipe incroyable.
ah ça, on doit s'aimer beaucoup et travailler beaucoup ensemble. Alors, on voit bien dans ce reportage que chaque histoire, chaque patient est une histoire véritablement particulière, qu'il est difficile pour vos patients d'accepter un nouveau visage et qui vous en parle plus que du cancer, qui est un cancer avec un pronostic souvent assez grave. C'est vrai que ces cancers de la face ont en général un pronostic sombre et que très rapidement, la question de la survie sociale des patients passe au premier plan. Comment vais-je faire pour manger? Comment vais-je faire pour m'exprimer? À quoi vais-je ressembler? Pourrais-je sortir dans la rue? Ce sont des questions qui reviennent très très vite au premier plan, beaucoup plus que est-ce que je vais m'en sortir? En fait, votre pari, c'est que vos patients passent inaperçus? C'est notre but. On ne cherche pas à faire forcément des gens très très beaux, ça n'est pas notre question. On cherche à obtenir que nos patients puissent manger en famille, être intelligibles au téléphone et se promener dans la rue. On sent bien que l'enjeu n'est pas que médical, il est aussi très humain. Et ça se passe en fait dès l'annonce du diagnostic, quand vous annoncez à un patient un cancer. Comment ça se passe ? Il y a un contrat, effectivement, qui se crée très très vite. C'est étonnant de voir qu'après un quart d'heure de consultation, les patients disent « j'ai confiance ». On ne se connaît pas vraiment, on n'a pas vraiment commencé le chemin ensemble, mais cette confiance est indispensable. Ils sont dans une situation extrêmement grave. Oui. Vous prenez du temps. Bien sûr, c'est le moins qu'on puisse faire. Ça prend 1h30 et vous ne prononcez jamais le mot cancer. On prononce le mot cancer dès lors que le patient l'a prononcé lui-même. Il ne s'agit pas d'être là pour asséner des vérités qui sont parfois très dures à entendre. Ce qui vous révolte, vous, aujourd'hui, c'est que tous les patients ne bénéficient pas encore de ces reconstructions qu'on a vues dans le reportage que vous proposez, alors qu'on leur enlève leur cancer. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que partout en France, on fait ce que vous faites, ça n'est pas le cas. Alors, ça n'est pas le cas parce que la chirurgie maxillofaciale fait partie des spécialités à faible effectif, comme on dit dans les ministères, et elle est entre autres absolument absente de l'enseignement d'un certain nombre de facultés de médecine. Nous travaillons à réinnerver ces facultés pour que les étudiants puis les internes soient confrontés à cette spécialité et recommence à s'y intéresser. Mais ce que vous voulez, en fait, c'est qu'on propose aux patients cette reconstruction immédiatement après l'annonce du diagnostic, si c'est possible en tout cas. Si c'est possible. Effectivement, il y a toujours une barrière technique éventuelle. On prend souvent pour exemple le cancer du sein. Vous savez qu'en France, lorsqu'une femme est opérée d'un cancer du sein, la reconstruction est dite opposable, c'est-à-dire qu'on doit lui proposer une reconstruction, toujours évidemment avec l'idée que c'est techniquement faisable. Ouais. Et cette reconstruction est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Et elle peut se faire juste au moment de l'opération du cancer du sein, au même moment. Ça dépend un petit peu des conditions techniques envisagées. Ceci dit, pour le visage, ça n'est pas le cas. On peut enlever la moitié de la mâchoire de quelqu'un ou son orbite et puis en rester là. Et je trouve que c'est une situation pour le moins paradoxale parce que le visage, ça se voit quand même vraiment beaucoup. Et donc, il faut agir et qu'il faut proposer ça aux patients de manière quasi automatique maintenant. C'est ce que vous réclamez. Il faut en tout cas que la reconstruction soit systématiquement discutée entre spécialistes. Merci à vous, Chloé Bertolus. Merci. Ils ont l'âge d'aller à l'école, mais c'est sur un ring qu'ils passent la plupart de leur temps. En Thaïlande, des jeunes enfants se battent pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais lors de ces spectacles qui fascinent les parieurs, ces petits champions courent aussi de graves risques pour leur santé. Il y a les blessures, un adolescent est même mort, au point que des voix s'élèvent à Bangkok pour faire interdire ces combats qui sont devenus un sport business. Les enfants boxeurs, c'est un reportage de Perrine Bonnet, Olivier Gardette et Benoît Sauvage. C'est une vie d'enfant qui démarre à 5h30 du matin, qui endure chaque jour des kilomètres et des heures d'entraînement. Une vie de petit combattant, celle de Shinchan, 6 ans. Comme beaucoup de villages de cette région pauvre de Lisan, au nord-est de la Thaïlande, Ban Sripotong à son ring de Muay Thai, l'art martial thaï.
Et ses enfants boxeurs qui s'y entraînent matin et soir, 7 jours sur 7. Encore plus fort, allez, allez. Shinshan est déjà un cogneur réputé, redouté. Il a endossé les gants à 5 ans. Allez, maintenant, les pieds. 1, 2, 3, 4. Allez, donne-moi ton pied. Ce matin-là, l'entraînement de Shinshan est allégé, parce qu'il va bientôt combattre. Il a un peu mal à la jambe, j'espère que ça va aller. Tu as peur avant le combat, Shinshan? Non, j'ai pas peur. À certains combats, j'ai eu peur quand même. Tu t'es déjà fait mal? Oui. Où ça? Là. Et pourquoi tu veux boxer? Parce que j'aimerais trouver de l'argent pour mon papa et ma maman. Pour aider sa famille, pour s'assurer un avenir meilleur, Shinshan est sur le point de se battre contre un autre enfant. Pour la 6e fois. Quelques heures avant le combat, c'est toujours le même rituel. Le grand-père de Shinshan emmène les enfants qui vont boxer au temple. Enlevez vos chaussures ici. Allez, agenouillez-vous tous, prosternez-vous joliment. Faites vos vœux. Moi, Shinshan, je vais combattre ce soir, j'espère emporter la victoire. Que Shinshan puisse battre son adversaire. Il y a un combat par mois environ, et à chaque fois c'est un jour qui compte pour le grand-père. C'est important la boxe dans votre vie? Alors les enfants, c'est important? Non, c'est pas du tout important. Allez, arrête de dire n'importe quoi. Si, bien sûr que c'est important. Ça les aide énormément, les récompenses. Vous savez, le grand, là, par exemple, il a déjà pu faire pas mal d'économies. L'enjeu est assumé, il est financier. Si Shinshan bat son adversaire tout à l'heure, il pourrait gagner en 15 minutes l'équivalent d'un salaire mensuel dans la région. Sous cette halle de marché se prépare une soirée surprenante, bien loin de nos codes. Une soirée de méga fights. 7 € s'il vous plaît. C'est un spectacle pour adultes, servi par des petits athlètes qui ont entre 6 et 17 ans. Ok, c'est bon, tu peux entrer. Un spectacle qui démarre tard. Le premier combat, celui de Shinshan, est programmé pour 10 h du soir. Il a peut-être sommeil, mais il va devoir monter sur le ring quand même. Allez, allez, passe-moi la bande collante, là. L'organisateur de l'événement, c'est ce monsieur qui a l'air satisfait de son investissement. Il attend 300 spectateurs ce soir. Il y a 13 combats de prévus. Il n'y a que des enfants qui se battent ce soir. Que des enfants de très bon niveau. Pourquoi les gens aiment tant les combats d'enfants? Parce que c'est très amusant. Il n'y a pas de retenue chez les enfants, ils se battent jusqu'au bout. Tous les hommes du village sont là pour entourer Shinshan. La couronne traditionnelle est censée le protéger du mauvais sort. Il va se battre avec les mêmes règles que les adultes. Les coups de pied, de poing, de coude,
et de genoux sont autorisés. On est tous avec toi. Shin-chan, avec les gants rouges, va affronter un petit garçon qui a 1 an de plus, mais qui pèse 20 kilos comme lui. Quand il fonce sur toi, tu lui donnes un coup de genou, d'accord? Il faut que tu le repousses, t'as compris? Il faut que tu vises mieux. Tout au long du combat, dans les tribunes, les gens ne se contentent pas de regarder. Ils parient. Chaque signe de la main, c'est une enchère qui monte. L'argent liquide circule. Mais n'utilise pas tes genoux! Allez, coup de pied, coup de pied! Shin-chan a le dessus, sa côte s'emballe. Après 25 minutes d'une incroyable intensité, il remporte son combat. Allez, viens là. Allez, prends la pause là. Tiens, prends ça. Mets ça dans la bouche. Devant notre caméra, tout semble assumé. La pose, l'argent et les blessures du petit garçon. Il s'est fait mordre à 2 endroits, là et là. Et il a un peu mal. Et c'est quoi la suite? Demain, il retourne à l'école? Non, je crois qu'il va quand même se reposer demain. 34 autres enfants s'affrontent ce soir-là sur le ring. Une nuit de Muay Thai, désormais ordinaire en Thaïlande. Comme il en existe des dizaines chaque semaine dans le pays. Une étrange soirée à vivre qui a rapporté à ce petit garçon de 6 ans 5000 bahts, 140 €. Deux jours après le combat, Shin-chan a repris le chemin d'une vie de petit garçon plus ordinaire. Shin-chan, montre l'exemple. Il est en grande section de maternelle. Si tu te sens bien, tape dans tes mains. C'est le seul enfant boxeur de sa classe. Demain, on est quel jour? Samedi. Et on s'arrête pendant combien de jours? 2 jours. Et sa maîtresse n'a pas d'avis tranché sur sa pratique. Le côté positif, c'est que même tout petit, il aide sa famille en ramenant de l'argent à la maison. Et en même temps, je le trouve petit. Je ne sais pas trop, je ne l'ai jamais vu boxer. Mais j'ai peur pour ses organes internes. Est-ce qu'ils peuvent être abîmés? Parfois, je lui demande s'il a mal, s'il a des blessures. Généralement, il n'a pas de blessure apparente. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser, vu sa petite taille. Comme 80% des enfants de l'école, allez, viens te nettoyer. Shin-chan et son grand frère de 9 ans vivent avec leur grand-père. Leurs parents sont partis à Bangkok, à 500 km de là, chercher du travail.
Le grand-père élève les enfants avec l'argent envoyé par le couple et depuis 1 an, avec les primes gagnées par les 2 garçons à la boxe. Ça, c'est votre chambre? Oui. Moi, je dors là, grand-père ici, et Shinchan là. Lui, il dort comme ça. Shinchan et son frère ont déjà gagné pas loin de 450 € en boxant. L'équivalent d'1 ou 2 mois de salaire de leurs parents. Ça aide beaucoup notre famille. Et vous en faites quoi de cet argent? Mon frère donne tout à grand-père et moi, souvent, je garde 3-4 €. Est-ce que c'est un peu comme un métier, du coup? Oui, c'est un travail. Mais vous êtes des enfants. Je sais, mais je dois gagner de l'argent pour aider. Je ne dois pas laisser mes parents travailler seuls. Les récompenses que mes petits-enfants gagnent payent les frais de scolarité et de quoi améliorer le quotidien. Parfois, ils me demandent 1 ou 2 € pour se faire plaisir, alors je donne. Mais moi, je ne m'autorise rien. Ça ne vous gêne pas quand ils disent qu'ils boxent pour vous aider, pour aider la famille? Oui, oui. Ils le disent souvent qu'ils veulent t'aider. Ça m'arrive d'avoir les larmes aux yeux quand j'y pense. C'est sûr, les petits boxeurs sont des enfants issus de familles pauvres. Les riches, eux, ne veulent pas voir leurs enfants se prendre des coups. Le grand, il est très sensible. Si on continue à parler de ça, il va pleurer. Pour le moment, le grand-père de Shinchan n'envisage pas de se séparer des garçons. Mais l'espoir d'une vie meilleure pousse d'autres familles à faire un choix radical. Les envoyer loin, dans des camps entièrement dédiés au combat. Plus vite, plus vite, plus vite! Allez, 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 allez! C'est une routine faite d'efforts et de sueur. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite! À 150 km plus au sud, au camp de Kien Bandit, 10 garçons s'entraînent 5 heures par jour. Pourquoi ta main est tombée? Avance, vas-y, encore plus fort, plus vite! Si jamais on les entraîne pas assez, ils pourraient être mis KO sur le ring et assommés. Ils seraient blessés ici et là, le corps serait trop faible et ils ne pourraient pas combattre leurs adversaires. Les garçons arrivent au camp vers 12 ans. Ils y grandissent au rythme des entraînements et des temps de repos, passés ensemble dans ce dortoir. Quelques-uns suivent des cours par correspondance. Beaucoup, comme Fo, 13 ans, ont arrêté l'école. Moi, je savais pas lire, alors je préférais boxer. Tes parents étaient d'accord avec ça? Oui, ils étaient vraiment pour. Et tu penses rester longtemps ici? Oui, longtemps. Jusqu'à ce que je sois grand, jusqu'à ce que je devienne jeune homme. Ils ne peuvent consacrer que quelques années à la boxe. Les carrières sont courtes. Il faut engranger le plus de combats possible avant la vingtaine. 33, 34, 35. Ça brûle un peu. Ça t'arrive de vouloir abandonner? Ouais. Parfois, je n'ai plus de force. Et tu le trouves où alors, le courage? Ma mère me demande de boxer. C'est pour ça que je continue. Tu as le choix d'arrêter? Non. Pourquoi?
Parce que j'ai signé un contrat avec le propriétaire d'un camp à côté de chez moi. Et j'ai été prêtée à ce camp-là. Le contrat, c'est pour m'empêcher d'abandonner. Pour que je continue de m'entraîner. Quand ça arrivera à terme, je pourrai partir faire autre chose. Les parents s'engagent à confier leurs enfants, 1, 2 ou 3 ans, au gérant du camp. Une partie des gains des combats leur reviennent. En échange, ils prennent soin des boxeurs, les nourrissent. On est bien là. Ici, on peut manger ce qu'on veut quand on veut. Tanyarat Khanna, propriétaire des lieux, affirme même les élever comme ses propres enfants. Les parents les envoient ici surtout pour qu'ils grandissent avec de la discipline, pour les éloigner de la drogue, qu'ils utilisent correctement leur temps libre, qu'ils ne sombrent pas dans l'alcool, qu'ils ne fument pas. Quand les enfants viennent à la boxe, ils sont protégés de tout ça. Tanyarat Khanna n'est pas seulement l'intendante du camp de boxe. Elle est aussi médecin. Médecin du ring. Et ce soir encore, des enfants vont boxer et se blesser. Je suis le médecin du terrain. C'est quoi ton nom de boxeuse, toi? Moi, c'est Éclat de diamant. Éclat de diamant. T'es en bonne santé? Ok. Et toi, tu n'as pas de blessure? J'examine le corps de manière générale. Je vérifie qu'il n'ait pas de blessure, parce que parfois les enfants viennent encore avec les pansements de la fois précédente et veulent combattre quand même. Ok, tout va bien pour toi. Sur scène, nous découvrons de nouveau un enfant de 8 ans et des jeunes filles d'environ 13-14 ans qui s'engagent sur le ring aussi fort que les garçons. Plus les enfants sont entraînés, plus ils sont puissants. Alors quand les coups portent, comme dans le 10e combat, ça se termine mal. Doucement, doucement. Descendez-le doucement. Vas-y, prends-le. Tu peux enlever tes gants? Où est son campement? Tu peux enlever ta protection? Donnez-lui de l'eau fraîche. On va l'allonger. Là, il est encore dans les vapes. Il n'est pas revenu à lui, mais ça va aller mieux. Il a juste pris un coup sur le menton. Pour le docteur Tanyarat, c'est visiblement une soirée de Muay Thai banale. Un KO léger, une arcade ouverte. Pas de quoi l'inquiéter. Vous avez connu des nuits plus compliquées? Oh, c'est souvent comme ça. Le plus sérieux qu'on a eu ce soir, c'est le jeune garçon assommé. Lui s'est réveillé. C'est bien. D'autres ne se réveillent qu'à l'hôpital. Le docteur du ring le sait bien. Ce sont les KO, les plus à craindre. Ils sont moins fréquents que chez les adultes, mais ne sont pas rares et tout aussi impressionnants. Ils sont même le signe d'un combat bien mené et quand ils sont filmés, finissent souvent sur les réseaux sociaux.
Les arbitres sont incités à laisser les combats se dérouler jusqu'au bout pour faire monter les enchères des paris. Une escalade qui a mené au drame le 10 novembre dernier. Un jeune boxeur vient de décéder des suites d'un KO et d'une hémorragie cérébrale sur le ring. Son visage va tourner en boucle à la télévision thaï. Les traits adolescents d'Anusha Tassago, 13 ans. Touché au visage dans le 3e round de son combat, il ne se relèvera pas et décède à l'hôpital 2 jours après. L'histoire d'Anusha va émouvoir tout le pays, qui découvre que son sport national, son art millénaire de la boxe, peut conduire au décès d'un adolescent. Madame et Monsieur Tassago, 76 et 77 ans, ont toujours connu la pratique du Muay Thai. Mais l'engouement pour les combats d'enfants n'existait pas de leur temps. Ils les ont vus exploser ces 10 dernières années. Je ne sais pas pourquoi ça plaît autant maintenant. Aujourd'hui, même des petits de 9-10 kilos boxent aussi. Pourquoi ? Anusha, l'adolescent de 13 ans mort sur le ring, c'était leur petit-fils. Ils l'ont élevé comme leur propre enfant. Et chaque objet lui appartenant a été conservé chez eux comme le bien le plus précieux. Il s'entraînait ici. Il tapait sur ça. Ensuite, il enfilait ses gants. Et après, il faisait des abdos, là. C'est dur de parler de lui. Rien n'est comparable à ma douleur. Il me manque énormément. Tous les 3 vivaient dans une toute petite bicoque au toit de chaume. Avec l'argent de la boxe, ils ont pu faire construire cette maison en dur. Avec l'argent du dernier combat, on a même pu installer l'électricité. Après le décès d'Anusha, tout s'est arrêté. Ils n'ont plus l'argent pour poursuivre les travaux. Plus trop goût à la vie non plus. Il a commencé à boxer vers quel âge? Il avait 9 ans. Entre 8 et 9 ans. Il voulait aider sa famille. Il savait que grand-père et moi, on n'avait personne d'autre. Lorsqu'il gagnait 50, 80 euros de prime, il me les donnait. Dès qu'il avait de l'argent dans la main, il me le remettait. Il a combattu combien de fois? 174. Au 174e combat, il est mort. 174 fois? Oui. Le plus qu'il ait fait, c'est 3 combats par mois. Vous avez de la colère contre les gens qui organisent les combats de Muay Thai? C'était son destin. Je ne peux dire autre chose. C'était son destin. Un destin contre lequel des voix commencent à s'élever. À Bangkok, la capitale, centre névralgique du Muay Thai, où les plus grands champions s'affrontent dans les stades mythiques du Lumpini et Rajadamnern. Des temples d'un sport business où les paris peuvent s'envoler jusqu'à atteindre des dizaines de milliers d'euros. Du grand spectacle où les KO d'adolescents de 15 ans attirent de nombreux touristes. Des KO tellement fréquents qu'une scientifique de Bangkok a décidé de mener une grande étude. Ça c'est bien.
On voit clairement qu'il y a eu une opération. Le professeur Jiraporn Lautamatas, spécialiste en neurosciences, tire la sonnette d'alarme. Elle a fait passer un IRM à 335 enfants boxeurs et a constaté des dégâts neurologiques liés à l'accumulation de saignements dans le cerveau. Ce sont de vrais dommages cérébraux qui affectent le futur de toute une génération de notre pays. Et on ne devrait pas laisser faire. Leur mémoire est entamée. La connectivité cérébrale est détruite. La seule chose qui fonctionne bien, ce sont leurs capacités à boxer. Cette scientifique milite pour qu'une loi interdise les combats professionnels de mineurs. Chaque fois qu'ils montent sur le ring pour se battre, ils sont payés, donc c'est un travail. Et ce sont des enfants, donc pour moi, c'est tout simplement du travail d'enfants dissimulés. Mais le combat d'un médecin ne pèse pas lourd à côté des têtes d'affiche de cette nouvelle industrie. Certains enfants boxeurs d'hier sont devenus les décideurs d'aujourd'hui et défendent un système qui a changé leur vie. Il y a plein de femmes qui viennent s'entraîner dans mes salles. Des femmes d'affaires, des top modèles, des stars. Des footballeurs aussi. Lui, c'est un Français. Croupet est un ancien champion devenu vedette. Il possède 15 salles de boxe à travers le monde, sa propre marque. Il y a une rupture de stock sur mes gants. Voici mon logo. Il a joué dans des séries et des films, a posé pour des magazines. Là, c'est un article d'un magazine de business. Ils m'ont consacré une interview. Le titre, c'est de boxeur à millionnaire. Enfin, millionnaire, il s'avance. Mais c'est peut-être plus. Croupet, qui vit aujourd'hui dans la banlieue la plus cossue de Bangkok, a lui aussi grandi dans une famille pauvre. Quand j'étais petit et que je vivais en province, j'avais une vie difficile. On devait se débrouiller par nous-mêmes pour trouver à manger. Lui aussi a connu les combats enfants, les camps, les entraînements durs et l'argent gagné à la force du gant qui lui a ouvert d'autres horizons. Alors aujourd'hui, rien ne le met plus en colère que s'attaquer à la boxe des enfants. Je connais l'étude de cette scientifique. On en a beaucoup parlé à la fédération de boxe. On est absolument contre la loi qui impose une limite d'âge pour boxer. Les enfants doivent s'entraîner à partir de tout petit. C'est comme pour tous les sports. Personne n'atteint le haut niveau en démarrant adulte. Le Muay Thai est un art national et il faut le défendre. La boxe participe au rayonnement de la Thaïlande à travers le monde entier. Croupet et le monde de la boxe vont lutter jusqu'au bout pour défendre leurs intérêts. Si une loi est votée, sera-t-elle de toute façon respectée dans ces campagnes où l'envie de se battre pour un avenir meilleur est si forte et partagée par près de 200 000 enfants de moins de 15 ans. Un débat s'est ouvert en Thaïlande. Mais il a peu de chances de dévier Shinshan d'une trajectoire toute tracée, celle d'un enfant boxeur au royaume du Muay Thai. Merci de votre fidélité. Les reportages de ce nouveau numéro d'Envoyé spécial sont bien sûr disponibles sur notre site internet franceinfo.fr. Excellente fin de soirée sur France 2. Tout de suite, c'est Complément d'enquête avec vous, Jacques Cardoz.